Yo les trashers, il y a quelques semaines on avait vu des jeux qui ont été annulés pendant leur développement, ils avaient tous l'air très bons et il y avait de quoi être déçu. Mais aujourd'hui on va faire l'inverse, on prend 5 jeux qui auraient mieux fait de jamais sortir. Souvent victimes de leurs promesses et de la hype entourant leur lancement, ils se sont tous fait démolir par des hordes de joueurs déçus, entraînant parfois jusqu'à la fermeture de leur studio de développement. Allons voir ensemble les seuls trucs pires que les mauvais jeux, les jeux qu'on attendait vraiment et qui nous ont déçus. Evolve, le FPS multijoueur compétitif qui devait révolutionner le genre. L'idée c'était de tout baser sur du gameplay asymétrique, donc on avait une team de 4 chasseurs contre une énorme créature, elle aussi contrôlée par un joueur. Le nom Evolve vient du fait que la créature évolue pendant la partie. Elle commence toute petite et doit bouffer les autres monstres qui composent la jungle pour grandir et devenir puissante. De leur côté, les chasseurs doivent trouver la créature avant qu'elle ne devienne énorme sous peine que les rôles s'inversent et que ce soit elle qui vient les massacrer. Qu'on se le dise, le concept est génial, et en plus les trailers envoyaient vraiment du lourd. Et putain quoi, c'était développé par la team derrière les Left 4 Dead, ça devait être cool, forcément. Eh ben non, c'est simple, en fait le jeu donne l'impression d'être juste un mode d'un FPS classique. Toutes les parties se ressemblent. Si vous êtes un des humains, faut trouver le monstre, placer un dôme pour pas qu'il s'échappe, et le buter. Donc vous passez la majeure partie du temps à marcher dans la nature avec zéro action. Super. Et si vous êtes le monstre, vous vous cachez jusqu'à devenir OP et tout défoncer. Y a pas genre plusieurs stratégies, c'est toujours pareil, et forcément, bah c'est vite chiant. Et on touche au problème principal du jeu, l'absence de contenu. Quelques modes de jeu, mais tout le monde joue dans celui de base, donc ils ont aucun intérêt, seulement 12 personnages différents et 3 créatures à la sortie. On a très vite fait le tour du truc. Et en plus, il y avait des DLC payants. Putain, ça a gueulé pour les DLC payants. Principalement des skins pour les armes et pour les créatures, ils coûtaient cher et ils étaient même pas cool. Non, vraiment, dans l'ensemble, Evolve, c'était comme si on vous vendait un jeu de type free-to-play au niveau du contenu pour le prix d'un AAA classique. D'ailleurs, ils s'y sont pas trompés, le jeu est passé gratuit en juillet 2016, ce qui a d'ailleurs augmenté le nombre de joueurs de 6733% pendant quelques jours, mais vous inquiétez pas, ils sont pas restés longtemps. On est sur moins de 500 joueurs par jour désormais, c'est ridicule pour un jeu si récent et possédant ce budget. Duke Nukem Forever, le jeu au développement le plus long de l'histoire. 15 ans entre son annonce et sa sortie. C'est bien simple, on le connaît presque que pour cette raison désormais. Et c'est un peu dommage parce que Duke Nukem c'est avant tout une série dont le 3ème épisode, sorti en 1996, avait révolutionné le monde du FPS encore à ses débuts, avec un level design aux petits oignons, des environnements réalistes, et un héros qui se démarque des personnages de jeux vidéo de l'époque. Il parle beaucoup, il dit de la merde, il fait le con, bref c'est le bon gros beauf de base. Mais alors Duke Nukem Forever, ça a donné quoi? Bah un jeu très médiocre qui a frustré ce qu'il restait de la communauté de la franchise. Level design très classique et linéaire, graphiquement catastrophique, même l'humour gras et machiste de Duke semble avoir fait son temps, ce qui passait dans les années 90 passe beaucoup moins bien maintenant. Hein. Duke Nukem Forever c'est un jeu rétro sorti trop tard tout simplement, il est juste très mauvais pour les standards actuels, pas grand chose à ajouter, donc plutôt que s'acharner dessus, voyons comment on en est arrivé là. Bah tout d'abord à cause d'un directeur qui savait pas ce qu'il voulait, le jeu a changé plus de 3 fois de moteur graphique, ce qui implique à chaque fois une table rase et un départ à zéro du projet, il y avait aucune vision d'ensemble, le directeur arrêtait pas de vouloir implémenter des features à la con comme envoyer de vrais mails depuis le jeu. Un autre problème, c'est qu'une partie du salaire des développeurs devait être versée une fois le jeu fini, en fonction des ventes. Vous imaginez bien l'agacement des employés quand ils voient le développement traîner à ce point. Beaucoup ont quitté le navire d'ailleurs. Le jeu finit par être abandonné en 2009 quand les caisses du studio deviennent totalement vides. Mais il est repêché en 2010 par une nouvelle équipe, renforcée par quelques anciens. Cette nouvelle team, c'est Gearbox, à qui on doit les Borderlands, et dont le patron est un grand fan de Duke Nukem. Il sauve ce projet presque par pitié. Le jeu sort finalement en 2011, et il est la preuve que des fois, faut pas insister et juste annuler un jeu quand ils sont trop mauvais. Aliens Colonial Marines. Ouais, avant le plutôt réussi Alien Isolation, on a eu droit à une bouse infâme. Colonial Marines se place chronologiquement juste après le film Aliens le Retour, mais présente plusieurs incohérences scénaristiques avec celui-ci. Déjà, ça commence bien pour un jeu à licence officielle. Là encore, on a affaire à un développement extrêmement long, de 2006 à 2013, 7 ans. Et à sa sortie, le titre n'a rien d'un jeu de 2013. Gameplay inintéressant, pas précis, une IA qui fait n'importe quoi. Des
combats horriblement mous, alors que c'est un peu la base du jeu, techniquement catastrophique, des animations ridicules, les éclairages, les décors, rien n'est à sauver, il semble comme Duke Nukem être sorti avec 10 ans de retard. Les xénomorphes, un des plus grands symboles de terreur dans l'imaginaire collectif, tombent ici comme des merdes, ils sont tout simplement pathétiques. Mais ça aurait pu être juste un mauvais jeu. Sauf que non, il y avait une bonne grosse hype autour du jeu. Les trailers mensongers avaient fait monter la pression. Entre les images officielles et le jeu final, c'est le jour et la nuit. Sega, l'éditeur, va même se manger un procès pour publicité mensongère. Ils régleront ça à l'amiable en versant plus d'1,2 million de dollars aux joueurs. Andy Pitchford, PDG de Gearbox, encore eux, avait mis 10 millions de dollars de sa poche pour aider à financer le projet. Il annonça avoir tout perdu avec l'échec commercial du jeu. Bien salé, il dira aussi que les gens ont injustement jugé son jeu, qu'il ne fallait pas le traiter comme un AAA classique, car il n'avait pas le genre de team et la thune qu'il y a d'habitude sur ces jeux-là. Mais bon, au vu de la campagne marketing, on peut pas en vouloir aux joueurs d'avoir été hypés. SimCity de 2013, le jeu qui avait la lourde tâche de succéder au mythique SimCity 4. C'était un reboot de la série de jeux de construction la plus populaire et il sortait dans une époque où il n'était plus le big boss du game. La concurrence avait eu le temps de se mettre à niveau, il devait donc prouver que la série peut encore briller. Mais tout a foiré. Premier truc qui a frappé à la sortie, le jeu était exclusivement online. Ouais, même pour jouer en solo, fallait se connecter au serveur d'EA. Ce qui implique que t'es niqué quand les serveurs sont en panne, quand t'as pas internet, ou quand trop de gens veulent se connecter en même temps. On arrive donc dans des situations où c'est possible de devoir faire la queue pour accéder à un jeu solo. En plus, vu que tout était sauvegardé dans le cloud automatiquement, plus de sauvegarde manuelle. Impossible donc, genre, de détruire sa ville pour le fun et de recharger une vieille sauvegarde. On ajoute à ça une IA bien buggé des Sims. Ils allaient bosser dans le job le plus proche et rentrer dans la maison la plus proche à la fin de la journée. Ils avaient pas de chez eux à proprement parler, c'est assez ridicule quand on y pense. Et comment ne pas parler de la taille maximale des villes, absolument ridicule quand on a connu SimCity 4. Mais tout ça c'est rien par rapport au bordel sans nom qu'a été le lancement du jeu. C'est simple, vous aviez acheté votre jeu, vous pouviez pas y jouer, parce que vous pouviez pas vous connecter au serveur, tout était down. Le retour de flamme de la communauté a été hardcore et la série semble avoir perdu absolument toute crédibilité. Cette connexion constante à internet est censée être un moyen de lutter contre les pirates, mais bon, acheter un jeu et pas pouvoir y jouer, c'est un peu le meilleur moyen d'encourager les gens à se lancer au piratage. Devant les plaintes, les devs de Maxis montent au créneau et disent qu'il est impossible pour eux de rendre le jeu offline. C'est bien trop compliqué, mais c'est du bullshit. Des joueurs ont découvert qu'il suffisait en fait de supprimer une simple ligne de code pour pouvoir jouer hors ligne comme on veut. LOL! Évidemment, début 2014, soit un an après la sortie du jeu, un mode hors ligne est annoncé. Oh, ça a dû être dur à mettre en place, hein? Évidemment, No Man's Sky. Si comme moi vous adorez la science-fiction, vous étiez forcément hypé par ce jeu. Dans les premiers trailers avaient distribué des claques par paquet de 12 à peu près tout le monde. Au final, on se retrouve avec une note de 2,5 sur 10 de la part des joueurs sur Metacritic. Comment on en est arrivé là? Alors le principe de base de No Man's Sky, c'est que vous avez un terrain de jeu presque infini généré de façon procédurale, à la Minecraft donc. Ah, vous trouvez Breath of the Wild gigantesque? Oui, il est si grand! Attendez d'explorer No Man's Skies, et c'est 18 quintillions de planètes différentes! Ah ouais, quand même. Et c'est même pas une blague, il y en a vraiment ce nombre! D'après le créateur même du jeu, 99,9% des planètes ne seront jamais explorées. Vous commencez à voir le souci un peu? L'univers était trop grand, et vous vous doutez bien que sur toutes ces planètes, toutes ne sont pas ouf. Vous pouvez très bien faire une partie entière et ne tomber que sur des planètes dégueu habitées par des créatures nulles. Et là on touche à un deuxième souci, après quelques heures de jeu, vous aurez l'impression de tourner en rond. Tout est généré procéduralement, décor comme créature, certes, mais tout finit fatalement par se ressembler. Vous commencez à voir les similitudes entre les planètes, et là c'est cuit, l'immersion est niquée. Sans parler du fait que on s'ennuie à mort dans ce jeu. Faut miner, explorer plus loin pour miner, changer de planète pour miner. Et un des autres gros principes de No Man's Sky, c'était que vous pouvez mettre votre nom sur toutes les planètes que vous découvrez, pour que tous les autres joueurs sachent que c'est vous qui avez découvert en premier tel truc. Mais comme dit précédemment, il y a genre aucune chance que le moindre joueur tombe un jour sur votre planète. On regarde donc l'immensité de l'aire de jeu, on se sent minuscule, puis on se demande à quoi bon continuer.
on sera toujours seul. On laisse un pouce bleu sur la dernière vidéo de Trash, on s'abonne, on désinstalle No Man's Sky, et on se pose devant une vidéo de Star Citizen. La boucle est bouclée.